Bonjour et bienvenue dans ce 72e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode, aujourd'hui nous sommes le 8 décembre 2020. Je suis Denis Voituron, accompagné de Richard, qui va arriver d'ici quelques minutes, qui est un petit peu en retard, de Christophe, comme notre habitude. Bonjour Christophe. Bonjour Denis, ça va ? Ça va. Et ce mois-ci, nous avons un invité, comme d'habitude aussi, mais qui est Laurent Gébaud, que vous voyez sur l'écran pour ceux qui ont la vidéo, qui va venir nous parler de virtualisation, de machines, de services, etc. Donc on va voir un petit peu avec lui. Bonjour Laurent, comment vas-tu ? Bonjour, bien, en quarantaine comme tout le monde, tranquille à la maison. Eh ouais, au niveau des enregistrements, ça change pas grand-chose pour nous. C'est vrai que le boulot... Ça va bien ? Oui, pas de problème. Je reviens vous rendre visite pour la 3e fois pour vous parler d'IT, comme d'habitude, un petit peu. Ouais, mais les autres fois, c'était dans les meet-ups, je pense, c'est ça, hein, les meet-ups de DevApps. Hein. Il me semble, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Ici, on est au niveau du podcast, donc là, je sais pas comment on l'appelle par rapport au meet-up. C'est un sujet, alors que les autres, c'est plus des petites discussions. Donc ici, on va être parti pour une petite heure, j'espère. Essayer de pas trop dépasser, c'est ce qu'on se disait un peu en off avant. Mais c'est pas non plus de faire, comme parfois on a l'habitude de le faire, malheureusement, 1h30. On n'a jamais été plus loin qu'1h30, je pense, hein, Christophe. Non, mais faut pas, sinon... Non, je ferai ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Et toi, Christophe, j'ai pas demandé, ça va aussi ? Oui, ça va bien, j'ai un peu froid, mais bon, sinon ça va. L'hiver arrive, hein. Chez moi, on est à la limite avec il neigera pas. Pour le moment, ça va encore. Mais, ouais. L'hiver n'est pas encore là, nous sommes en automne. Voilà, tout à fait. Alors, météorologiquement, nous sommes en hiver depuis le 1er décembre. Il est hiver. Oui, c'est vrai. Laurent, on va peut-être, avant de commencer le sujet à proprement parler, peut-être te laisser la parole quelques minutes pour que tu puisses juste dire qui tu es, pour ceux qui n'auraient pas encore eu la joie ou la chance de t'entendre dans les meet-up ou autre part. Donc, qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Alors, Laurent Gébaud, bientôt la cinquantaine, faut le dire quand même. Oui, mais c'est pas grave, je l'assume. Hein. Je suis MVP Windows depuis 2004 avec une grande passion pour Windows, d'où mon site web qui s'appelle towindows.com. Je fais partie des dinosaures en français, hein, en fait, comme Richard. J'assume mon âge, mais le côté dinosaure, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Towindows.com existe depuis 2000, à vrai dire, donc ça aussi, je suis plutôt fier de cette histoire. Alors, il a rencontré pas mal de succès, il est moins fréquenté, mais un peu comme l'actualité de Microsoft, Windows, depuis quelques années, est un peu mis en arrière-plan par Microsoft, il faut le dire. Et par contre, depuis quelques mois, c'est un peu le retour, j'ai l'impression. Je suis content de voir Satya Nadella en reparler de nouveau. Je suis content de voir les groupes produits un peu bouger. Je suis content de voir que les équipes produits Windows et Office sont maintenant une même équipe. Ça, je pense que c'est positif pour l'avenir. Donc voilà, moi, je suis forcément toujours un peu attristé quand, il y a un an, Satya Nadella a dit que Windows, ça lui était à peu près égal du moment qu'il vendait des services. Je suis pas d'accord avec lui, clairement. Je suis toujours un petit peu attristé quand je vois Microsoft vendre une surface Android, clairement. Voilà, parce que je pense que c'est un peu s'éloigner de son cœur de métier, surtout qu'ils avaient un OS qui marchait très bien sur des tablettes ou des mobiles, hein, clairement. Bon, enfin, pas refaire le passé, mais voilà, on va dire que l'actualité de Windows, elle a été un peu compliquée depuis la sortie de Windows 10, mais je trouve qu'elle évolue plutôt bien. Donc, tant mieux, des nouvelles choses à dire dans towindows.com, on va dire. Ok, on ira voir ça aussi. Et tu vas venir nous parler de quoi là aujourd'hui? De Windows? Après vous avoir parlé un peu du registre, de la sécurité, de pare-feu, je vais vous parler de la virtualisation, parce que c'est aussi un vaste sujet, très vaste en réalité. Je ne vais pas parler de tout, on va surtout orienter virtuel, mais on va parler un peu du reste quand même. Et ça, c'est un sujet aussi qui va intéresser, à mon avis, les développeurs qui nous écoutent, puisque c'est quand même notre panel de personnes, je vais dire d'auditeurs. Et c'est vrai que de la virtualisation, je pense que tout le monde en a fait, ne fût-ce que pour tester des applications, pour les déployer sur des machines avant de les envoyer chez des clients, des choses comme ça. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. On te laisse expliquer. Dis-nous. On va, comme d'habitude, Christophe et moi, on est là pour t'ennuyer, de te poser des questions. Avec plaisir. Avec plaisir. On va démystifier un petit peu déjà. C'est pour ça que c'est une fois n'est pas coutume, on va faire un petit peu de théorie et je suis presque pas très habitué à faire des slides. J'aime bien parler, mais des fois c'est pas mal quand même de s'appuyer un petit peu sur des pivots. Alors attendez, je vais changer. Les slides sont derrière toi là.
Oui, ne t'inquiète Tu peux pas. pas bouger un peu ta chaise? Voilà, ça te va comme ça. Tout de suite, t'es plus petit. Voilà, tu vois, voilà, comme ça, c'est voilà, Par contre, il c'est faudrait là. partager ton écran quand même. Donc oui, un tout petit peu de théorie et Quelle heure, puis Denis, tu surtout coupes ta caméra? la pratique. Mais c'est bien comme ça, non? Ça va? Ah, parce que c'est bizarre, parce que moi je vois pas tout, donc j'imagine que je vois Denis à gauche et toi à droite. Ouais, mais ça, c'est parce que tu as la vision de Teams, mais quand on va recevoir, on aura sa propre vision. Voilà, Mais normalement. je te donne un truc, Christophe, si tu veux, tu fais un clic droit sur l'écran et tu as la possibilité d'épingler. Exactement. Voilà. Si tu épingles, tu verras que Laurent. Tu verras la vue en grand. Voilà, tout à Voilà. fait. Donc oui, la virtualisation, c'est quoi déjà? En fait, je vous en ai déjà parlé parce que en réalité, c'est la tendance d'un point de vue IT et d'un point de vue dev, quelque part, c'est de rajouter des couches pour se détacher, on va dire. Je fais exprès d'être super large dans ma définition, mais c'est un peu ça. Donc, une machine virtuelle, c'est une manière de se détacher du matériel, on va dire. On parle aussi de virtualisation applicative. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en réalité, quand vous installez Office 365, eh ben, vous installez une application virtualisée. Elle ne se copie pas dans Program Files à l'ancienne, comme vous le pensez peut-être. Et puis, en réalité, quand on parle grande infrastructure, on parle aussi de virtualisation des réseaux, du stockage. L'idée, c'est de ne jamais être en contact avec le matériel, finalement, quelque part, de complètement s'extraire ou s'éloigner du matériel pour rajouter une couche, pour du coup rajouter de la flexibilité. Donc, je vais me servir. Nous connaissons la virtualisation d'app depuis les stores, en fait. Windows Store, c'était déjà des virtuelles Exactement. applications. C'est une pure virtualisation d'app, puisque voilà, tout à fait, elle est indépendante. Ça donne un package qui est indépendant de l'OS quelque part, qui va pas toucher, qui ne va pas avoir accès et qui ne va pas avoir touché à l'OS. Et quasiment tous les services cloud aussi. Hein. On a parlé d'Amazon dans un podcast il y a un mois ou deux. On prend Azure, tout est virtualisé. Hein. On n'installe pas des services sur des machines physiques. On a accès à des machines virtuelles ou des services qui sont virtualisés. Donc c'est vrai que la virtualisation, elle est partout. En réalité, oui, voilà, c'est un terme hyper général. Quand on pense virtualisation, on pense machine virtuelle, et c'est globalement de ça que je vais parler, mais c'est partout. Vous allez voir, à la fin, je vais mettre quelques petits exemples de grosses infra, justement, pour parler du réseau et du stockage, de comment ça fonctionne. Alors, tu as dit un petit truc que je suis obligé de corriger, c'est je vous le savais peut-être pas, mais il se trouve qu'il y a un service qu'on consomme tous chez Microsoft dans Office 365 qui n'est pas virtualisé. À notre grande surprise, c'est Exchange. En fait, l'équipe produit d'Exchange, qui a toujours été un petit peu atypique et qui a toujours un peu travaillé de son côté, elle s'est inventé un système de fichiers, on va dire. Les puristes vont peut-être un peu me reprendre sur le terme, mais ils sont inventés leur propre, on va dire, infra quelque part, leur propre système de fichiers. Et les serveurs Exchange ne sont pas virtualisés. Voilà, parce qu'ils ont leur propre couche d'abstraction, on va dire, quelque part. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Ça m'a fait un choc aussi, parce que je me suis dit, mince, ça a toujours été un petit peu des rebelles, l'équipe Exchange. En fait, voilà. Oui. Bonjour Richard. Excusez-moi, je suis en retard. Vas-y Richard, fais-nous un résumé de ce qu'on a dit maintenant. Hein, oui, c'était super intéressant. Merci, au revoir. Mais oui, donc pour la petite histoire. Au lieu de créer des machines virtuelles dans Azure dans lesquelles on installe Exchange dans le Windows Server, en fait, c'est des machines physiques qui ne font que du Exchange. Voilà. Parce qu'ils savent très bien, dans leur propre service, séparer et on va dire se détacher du stockage. Donc, comme ils le font eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de s'appuyer sur du Hyper-V. Voilà, pour la petite histoire. Je pense, à mon avis, c'est le seul cas. Hein, en tout cas, c'est le seul exemple de service Azure que je connaisse qui ne soit pas à la base basé sur de la virtualisation. Peut-être d'autres, hein, mais je ne les connais pas tous. Donc oui, on va globalement parler des systèmes d'exploitation, mais pour dire que vraiment virtualisation, c'est un mot. Je vous dis, moi, quand on installe Office, on parle de AppV, pour moi, c'est de la virtualisation. Je vous ai déjà parlé du UAC, qui est la couche de sécurité qui permet de protéger l'OS vis-à-vis des accès système, on va dire, à la base de registre. C'est une forme de virtualisation aussi. Donc revenons à nos machines, on va parler maintenant un peu plus de machines virtuelles, clairement. En fait, ma presse, elle est peut-être presque anachronique parce qu'on fait de moins en moins de virtualisation. Hein. C'est une évidence, justement parce que les applis le font. Mais c'est pas grave, on revient aux bases quand même un petit peu. Ça fait du bien des fois de savoir comment ça marche derrière. Donc, on va dire qu'il y a eu dans l'histoire, il y a eu un peu deux types de virtualisation. La première, en fait, c'était de l'émulation, finalement. Il y avait du matériel sur lequel on installait un OS hôte. Ça peut être du Linux ou du Windows, hein, d'ailleurs, et du Mac
OS, je ne suis pas sûr honnêtement. Et puis dans cet OS hôte, on va parler de Windows, il y a un logiciel de contrôle, ça s'appelait Virtual Server, pour ceux qui ont connu peut-être, ou XP Mode. On va dire que c'était de l'émulation, c'est-à-dire que j'installais une machine virtuelle, elle avait accès forcément à une partie du matériel et à une partie du logiciel, mais on va dire via de l'émulation. C'est-à-dire qu'elle n'accédait pas aux cartes réseau, elle accédait à un driver qui émulait. Donc ça marche très bien pour des usages de base, mais forcément les performances sont catastrophiques. C'est-à-dire que quand Microsoft a sorti XP Mode un petit peu et surtout Virtual Server, forcément le plus gros concurrent qui était VMware ESX s'amusait de ça en disant les performances sont ridicules. Et c'était vrai, parce qu'on passait par une émulation. C'est-à-dire qu'on devait installer un driver de carte réseau émulé dans la machine virtuelle pour pouvoir faire du réseau, etc. etc. C'était entre guillemets finalement. Donc ça, c'est fini, mais c'est juste pour l'histoire. En réalité, on n'est pas très loin de ça quand on installe des petits outils de virtualisation, on va dire comme VirtualBox ou d'ailleurs même VMware Workstation. Je fais plein d'approximations quand je dis ça, mais on n'est pas dans la vraie virtualisation de Hyper-V, on va dire, quand on fait ça. On est un peu dans un mode émulé, en fait, qui coûte du temps processeur, donc des performances, donc de la RAM, etc. etc. Aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est des hyperviseurs, en fait. Ce n'est pas des virtualisateurs, c'est des hyperviseurs. Qu'est-ce que ça veut dire? La grosse différence, c'est que plus personne n'a accès au matériel. Quand vous installez Hyper-V dans Windows Server ou dans votre Windows 10, en fait, il y a un reboot qui se passe, on va un peu le détailler tout à l'heure, mais il y a un reboot qui change tout. Votre Windows 10 de votre PC, c'est devenu une quasi-machine virtuelle, en fait, la machine virtuelle principale. C'est-à-dire que votre Windows 10 n'a plus accès au matériel, il est obligé de passer par Hyper-V. Ça change tout en réalité, tout a changé à ce moment-là. Alors vous le voyez par les cartes réseau notamment, qui sont devenues des cartes réseau virtuelles. Et en fait, vous vous rendez compte, si vous creusez un petit peu, que votre carte réseau historique, on va dire hardware, elle n'a plus TCP/IP de configurer dessus, elle a juste un tout petit protocole, et que pour donner accès à votre Windows 10 host, le de base, eh bien, il y a une nouvelle carte réseau qui a été créée avec un switch virtuel. Voilà. Dans quel but? Facile, oui, pardon. Dans quel but? Le but, c'est la performance, c'est que tout soit clean et que tout soit protégé, dans le but de devenir autonome, que chaque VM n'ait pas d'interaction ou de conflit avec le host, etc. C'est-à-dire que là, on est propre, on va dire, et Donc, ça évite des problèmes de sécurité. Ça évite que Windows y plante tout ça, quoi. Ça évite aussi que, contrairement à de l'émulation, on peut imaginer une machine virtuelle pas très propre qui plantouille plus ou moins le driver, par exemple, de la carte réseau émulée, elle plante aussi le host quelque part, effectivement. Voilà. Là, je veux dire que le vrai arbitre du PC, ça devient l'hyperviseur. Oui, en fait, non. Je dis que ça évite que le Windows plante, mais c'est plutôt ça évite que ce qui plantera, ça sera que l'utilisateur de cette virtualisation, que chaque petite boîte que l'on voit sur ta vue, et non pas que tout le système plante, quoi. C'est ça? Exactement. Ouais, séparation. Ouais, là, c'est le but de la virtualisation. C'est vrai que j'aurais pu commencer par ça. Pourquoi on virtualise? C'est pour avoir plusieurs. Là, dans les systèmes d'exploitation, pour avoir plusieurs systèmes d'exploitation qui travaillent côte à côte, mais indépendamment, super indépendamment en réalité, tout à fait. Ouais. L'hyperviseur remplit ce rôle, voilà. Il y a un aspect aussi de pouvoir aider, on va dire, les aspects développement logiciel, donc d'essayer d'avoir des couches pour éviter de devoir accéder au matériel avec son propre API, ses propres fonctionnalités ou des choses comme ça. Je ne sais pas, c'est une question. Est-ce que après, c'est Windows, enfin ça peut être du Linux d'ailleurs, mais on va dire là dans ma tête et dans mon esprit, pour faire simple en tout cas, c'est du Windows, donc vous vous retrouvez avec le même Windows, avec les mêmes indépendances, les mêmes choses. Alors, qu'est-ce qui va pas bien marcher quand même dans une machine virtuelle, mais c'est pas nouveau et on en voit de moins en moins, c'est à l'ancienne, on va dire, avant Windows 10, parce que c'est quasiment plus faisable, c'est les constructeurs qui développaient des drivers en mode noyau qui communiquaient directement, ou les concepteurs de jeux directement avec la carte vidéo, par exemple, en direct. Ça, il n'y a plus ça. Ça, c'est plus possible, tout simplement. Ça va planter ou pas marcher. Mais on va dire que le tri a été fait déjà. C'est-à-dire que, honnêtement, depuis Windows
déjà un peu 7, enfin déjà Vista, déjà un peu 7, encore plus 8 et encore plus 10, ce genre de drivers, ils se font éjecter, ils se font bloquer, ça marche plus, quoi, tout simplement. Donc ça aussi, c'est la virtualisation, elle est devenue mature et facile parce que tout ça, quoi. Effectivement, les petites bidouilles qui touchaient au noyau de Windows, de toute façon, ça n'existe plus, c'est plus possible, mais ça aurait été un cas impossible dans Hyper-V. Alors, c'est là où ESX est un petit peu plus malin, parce que il existe des logiciels qui, par exemple, encore, et nous, c'est un vrai problème en IT, ont besoin, par exemple, d'accéder à un dongle de protection pour la licence. Et ça marche parfois avec VMware parce qu'ils émulent l'USB. Donc, on arrive à accéder à une clé USB en dur, on va dire, dans VMware, ce que Microsoft a clairement bloqué. By design, on ne veut pas le faire parce que c'est complexe, ça induit des instabilités. Donc, on ne peut pas accéder à une clé USB, on va dire, depuis une machine virtuelle. Voilà. On va accéder au stockage, mais on ne va pas accéder en hard, on va dire, en direct au contenu d'une clé chiffrée pour un dongle de protection, par exemple. Voilà. C'est le résultat de l'hyperviseur. L'hyperviseur, il bloque. Point. Voilà. Existe aussi chez Microsoft. Je sais bien que ESX, ils ont une version en gros CD bootable, quoi, une sorte de mini Linux. Tu mets dedans, pof, ça démarre, et puis t'as rien à installer, ça démarre dessus. Microsoft, parce que moi je connais l'hyperviseur de la Hyper-V de Microsoft, mais sur une couche Windows. Donc est-ce qu'on peut l'avoir sans la couche Windows? Bien sûr, et c'est gratuit. Ah ouais. Il existe. Alors, on ne peut pas booter sur un CD, mais je ne pense pas qu'on puisse le faire avec ESX non plus. Hein, non, il est bootable, mais pour l'installer, mais c'est 50 mégas que tu installes sur le disque. Mais bien sûr, il existe une version qui s'appelle la version Core, Hyper-V Core Server. Ah oui, c'est ça. Et elle est gratuite en plus. Et c'est de la ligne de commande. On l'installe et on peut installer des VM Hyper-V. Donc, on va gagner effectivement quelques mégas de RAM parce qu'il n'y a pas la couche Windows qui est chargée, on va dire. Voilà. Et d'un point de vue licensing, elle est gratuite. Et c'est la même licence que c'est le même produit qu'Hyper-V ou Windows, mais sans le Windows. C'est le même système. Oui. Ça, c'est bien parce que même par rapport à ESX, c'est différent parce que ESX est payant du coup. Enfin, en tout cas, elle était à l'époque. Moi, je travaille dans. Alors, on peut faire une petite parenthèse licensing parce que c'est important. Et moi, je travaille avec des PME et c'est là où Hyper-V est le grand gagnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète un Windows Server. Le licensing va nous permettre d'activer Hyper-V sur le host et de monter 2 machines virtuelles. Pas gratuit, mais dans le licensing. Donc, on a 2 pour le prix d'un, finalement. Voilà. Si on veut faire du VMware, effectivement, alors il y a une version gratuite de ESX, mais qui est très très bridée. Ouais. Mais très vite, on va devoir payer des licences ESX et puis du coup du Windows Server. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est normal. Donc la version Core, elle s'est pas beaucoup développée. Moi, je suis pas un grand fan. En réalité, la version Core de Hyper-V est liée à la version Core de Windows Server qui existe aussi. Hein. Il existe une version de Windows Server qu'on installe où à la fin, on a une ligne de commande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la partie graphique. Ouais, c'est ça. Ouais. Microsoft l'a globalement, je pense, fait parce que ESX. Il faut reconnaître que du coup, comme il y a moins de binaires, il y a moins de mises à jour, donc moins d'interruptions et moins de vulnérabilité sur le papier. Moi, je suis un peu frileux parce que il existe malheureusement plein de cas où, à un moment donné, on a besoin d'une interface graphique pour installer un logiciel, installer un driver, et ça devient très vite galère encore en fait. Donc, je ne suis pas un grand fan. Aujourd'hui, quand on installe un Windows Server, on peut choisir la version graphique ou la version sans graphique. Et on peut aussi choisir une version graphique dans laquelle on enlève l'interface graphique, mais c'est réversible. Je suis plus fan de ça à la limite, on va dire. Et sinon, en termes de licence, pour reposer juste la question par rapport à ce que tu venais de dire avant, si tu as un hyperviseur, que tu mets 2 VM comme tu l'as sur ton schéma ici, 2 OS, tu dois avoir 2 licences pour chaque OS. Tu dois avoir une licence. Alors attention, hein, licensing, on pourrait faire une séance, mais tu dois avoir. En fait, c'est plus compliqué. Hein. Le licensing de Windows Server, il est lié au nombre de cœurs en plus. Donc, on va mettre ça de côté, mais ça peut être encore pire. Mais on va dire que si tu veux le schéma que je montre là, soit l'hyperviseur à Hyper-V, il faut une licence Windows Server, on va dire, pour faire simple. Soit l'hyperviseur n'est pas Hyper-V, et pour monter les deux machines virtuelles, il faudra acheter une licence Windows Server aussi, une seule. Ça permettra pour les 2 OS. Oui. Ah ouais, ok. J'espère que je dis pas de bêtises. Hein. Ce licensing, c'est un peu compliqué. Et je suis pas habitué en réalité. Je suis habitué à vendre du Windows Server, donc à ne plus avoir ce problème. Alors, c'est très très tatillon. Hein. J'installe une appli sur mon host, j'ai consommé une licence, donc j'ai plus le droit qu'à une machine virtuelle.
Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est souvent nous des choses le client à un moment ne comprend pas. Il dit mais j'ai une appli, oui mais on veut la mettre à part. Bah, vous avez qu'à l'installer sur le host. Monsieur le client, oui mais ça va quand même vous coûter une licence. Puis c'est triste, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche à vraiment avoir un hyperviseur propre pour pouvoir déplacer les VM comme on veut, Ouais, on va ça. dire. Mais en réalité c'est bien plus complexe les licences. Et pour être tout à fait précis, pour les entreprises, si on veut optimiser les licences, on ne va pas mettre un Windows Server standard qui permet donc ce que je viens de vous dire, de VM. On va mettre un Windows Server Data Center, alors qui certes va coûter 2, 3, 4, 5 000 euros, mais qui va permettre autant de VM qu'on veut. Donc je m'achète un serveur monstrueux avec 100 ou 120 corps, avec 500 gigas de RAM, avec du stockage. Je vais forcément mettre une version Data Center, comme ça, je n'ai plus à me poser la question du licensing. Voilà. La licensing de toutes les machines virtuelles dedans. Toutes mes machines virtuelles sont licenciées by design. Il n'y a plus de limite. Oui, ça vaut le coup. C'est l'optimisation de licence, c'est un vaste sujet que je ne maîtrise pas forcément à fond parce que je pense que personne ne maîtrise en réalité. Oui, je pense que même chez Microsoft, ça devient compliqué. C'est ce que j'allais dire. Ce qu'il y a de magique, c'est qu'on peut poser 3 fois la question à Microsoft et on aura 3 réponses différentes. Alors moi, je prends celle qui m'arrange dans ces cas-là et je la garde au chaud. Donc voilà, je ne suis pas sûr de publiquement aller plus loin dans l'optimisation, mais c'est très complexe. Ouais. Mais bon, les choses simples, c'est un Windows Server, on installe Hyper-V, on a 2 VM. Ça, c'est clair. En standard. Voilà. On s'est un peu perdu de route, mais oui, la version Core, donc pour revenir à la version Core, elle est gratuite parce qu'elle ne fournit pas de licensing pour les VM. C'est-à-dire que gratuitement, je télécharge un ISO, j'installe il a changé plusieurs fois de nom, mais je crois qu'il s'appelle Windows Server, Hyper-V Server, je crois. Et donc, on a notre hyperviseur à la VMware, on va dire, à la ESX, sur notre serveur, il n'y a plus qu'à déployer les machines. Pour la petite histoire, ce genre d'OS en général, sur les serveurs en production, on les retrouve. Ils ne sont même pas sur des disques durs. C'est-à-dire que là, je viens d'installer des serveurs pour un client et en gros, il y a 2 machines physiques qui sont les hyperviseurs. Dans ces serveurs, il y a une carte contrôleur qui permet justement d'accéder à du stockage virtualisé. D'accord ? On en reparlera un petit peu à la fin. Et le host, il est installé soit sur un RAID de carte SD, ou soit sur une carte un peu spéciale où c'est un RAID de carte M2. Voilà, mais genre 128 gigas, parce que ça suffit. Ouais, c'est vrai que maintenant, avec tous les supports qu'on a, qui ne sont plus des disques, mais qui sont en gros des accès mémoire, on booste les performances et la vitesse de lecture de tous ces systèmes-là, quoi. Oui, mais en réalité, on n'a pas vraiment besoin de performance pour l'hyperviseur, finalement, à part au boot. Non, pour l'hyperviseur, mais pour toutes les VM qui sont derrière. Les VM ne sont pas sur ce dont je viens de parler. C'est oui, ok. Que l'hyperviseur. Le host, voilà, l'hyperviseur ou le SX, l'hyperviseur, est installé sur. Il n'y a que ça. On en parlera un petit peu à la fin, la virtualisation du stockage. Ouais, on va te laisser continuer parce que le temps passe, effectivement. Non, mais très bien, très bien. C'est des notions importantes. Le licensing, au passage. Alors, dans Windows 10, si on a la version Pro, je crois qu'on a le droit à une VM. On va en reparler aussi un petit peu après. On va avoir lu ça aussi, oui. Donc Windows 10, parce que quand même, on parle un peu maquettage, donc on va plus parler de Windows 10, mais j'évoque un petit peu les différences. Comment activer Hyper-V ? C'est super simple. On va dans ajout, suppression de fonctionnalités, on active Hyper-V ou c'est une ligne de commande en PowerShell, par exemple. Mais attention, ça ne marche dans les prérequis. Il faut que l'UEFI, pour être précis, j'allais dire le BIOS, soit compatible avec la virtualisation. Sur un portable, par exemple, c'est pas toujours activé. Donc, il faut penser à aller l'activer dans le BIOS. Là où Hyper-V n'est pas très sympa, c'est que si jamais c'est pas le cas, il va vous permettre de l'installer et c'est au boot. Vous n'allez pas vraiment comprendre, vous n'allez pas voir votre Hyper-V. Et en regardant les événements, vous allez voir un événement qui vous dit faut activer la virtualisation. Voilà. Et dans les prérequis ou les limitations, quelque chose, encore une fois, ça a peut-être changé, mais qui m'a toujours ennuyé, pourquoi on ne peut en avoir qu'un à la fois ? C'est-à-dire, si tu as un VMware, tu ne sais pas démarrer VMware et Hyper-V en même temps. Il faut désactiver. À cause de ça. L'hyperviseur, il doit avoir un accès exclusif au matériel. Donc, où est-ce qu'on met Hyper-V à côté de SX, au-dessus, en dessous, la raison, elle est là, tout simplement. Comme c'est lié au matériel, quasiment, forcément, il n'y a qu'un hyperviseur possible. Ça vient de changer, ça, depuis... Je ne l'ai pas vérifié, mais depuis, je dirais, 2 ans, ça a été annoncé. En réalité, quand on utilise VMware Workstation, il s'appuie maintenant sur l'hyperviseur d'Hyper-V. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Je l'ai lu, je ne l'ai pas pratiqué. Et donc, je pense que les dernières versions, ça devrait fonctionner. Il y a plein de conditionnels dans ce que j'ai dit. Je l'ai lu, je l'ai entendu, je ne l'ai jamais pratiqué. Honnêtement, moi maintenant, pardon, mais quel est l'intérêt de m'embêter avec un VMware Workstation qui est payant,
dès qu'on veut l'utiliser, alors qu'il y a Hyper-V, c'est plus un scénario que j'ai honnêtement. Non, J'ai non, effectivement, je Ouais. ne le fais plus non plus, Ouais. mais je sais que j'ai eu ce Problème comme problème-là, toi, effectivement, il y a je confirme. quelques années. Et donc oui, la raison, elle est l'architecture, quoi. Puisque l'hyperviseur, il doit être le seul à avoir accès, et s'il y en a deux, ça se passe Ouais, pas c'est bien. ça. Ouais. Ok. Donc Windows 10, on active Hyper-V, simple. Il faut juste, encore une fois, les deux prérequis, on va dire, c'est qu'il faut un Windows 10 Pro quand même, et qu'il faut que la virtualisation soit activée dans le BIOS. Après, très vite, c'est pas des prérequis, mais il va falloir de la RAM, forcément. Mhm. Donc on active Hyper-V, on redémarre, il est activé, c'est-à-dire concrètement, techniquement, on vient de virtualiser le host, quelque part, comme je vous l'ai mis dans le schéma. Et puis très vite, d'ailleurs, la première chose qu'il va falloir faire, c'est le switch virtuel, c'est-à-dire donner accès au réseau à nos machines virtuelles. Je pense que ça va faire partie des prérequis. Alors, il y a une fonctionnalité qui est apparue il y a 1 an et demi, je sais, et vous la connaissiez, ça vous parle, Windows Sandbox? Tiens, petit sondage. De nom, oui, mais j'ai jamais utilisé. C'est Bah pas ouais, ça que tu avais c'est utilisé, dommage. toi, Christophe? Bah, en fait, c'était toujours avec les stores, c'était que des sandbox que nous avions. Alors oui, alors tu as raison. Une machine virtuelle permet de se faire des sandbox, mais il se trouve que dans Windows 10 depuis l'année dernière, il y a une fonctionnalité qui est apparue de manière assez discrète, qui s'appelle Windows Sandbox. Recherchez, vous allez voir sur votre PC. Et ben c'est simple, ça fait le travail pour vous. Il n'y a rien à faire. Et en fait, c'est une machine virtuelle différentielle. Je m'explique. Au moment où vous allez lancer Windows Sandbox, il va prendre l'état de votre système, d'accord? Les fichiers, par exemple, voilà, les fichiers, mon système, il est comme ça, il a ses fichiers. Et la seule chose qui va être stockée, c'est le delta. Donc ça va très vite, il n'y a pas besoin de fichiers VHD de machines virtuelles, et ça vous permet d'avoir un Windows éphémère qui dure le temps du lancement, dans lequel vous pouvez installer toutes les cochonneries que vous voulez, vous pouvez aller casser le registre, vous pouvez faire ce que vous voulez, et quand vous l'éteignez, fini. Génial. Voilà. Donc en fait, c'est super pratique. Ça correspond aux besoins de maquettage qu'on a globalement, ponctuellement, quoi. C'est-à-dire, on lance le truc, on s'installe ce qu'on veut, on bidouille, on regarde un peu. Ça consomme pas trop de mémoire parce que là aussi c'est pareil. Il va pas recharger un deuxième Windows. Il va garder le Windows de base et il va juste charger le delta de mémoire. C'est ce que j'essaye de représenter là. C'est-à-dire qu'une VM traditionnelle, si vous lui allouez 4 Go de RAM, boum, elle va vous prendre 4 Go de RAM. Un Windows Sandbox, quand vous allez le lancer, il va prendre quasiment rien. Et c'est à mesure que vous allez rajouter des petites choses en mémoire qu'il va consommer, et ça se fermera quand vous le fermerez. Et pareil pour les fichiers. Donc c'est tout bête, si vous ne connaissez pas, on regardera un petit peu après si vous voulez. Il n'y a rien à faire, à part encore une fois l'activer parce qu'il faut Hyper-V forcément. C'est en standard dans Windows? C'est en standard dans Windows 10 Pro, ouais. Alors, il faut c'est dans les dernières versions alors peut-être, non? On peut regarder si vous voulez, vous allez voir, je voulais vous le montrer après, mais allons-y. Je pense, ça gagne à être connu, ouais, encore une fois, parce que c'est simple. Voilà. Windows. Tu n'as pas dû l'installer. Il était fourni avec Windows. C'est comme quand tu veux activer ISS de Denis. Ah, tu vas dans l'ajout suppression de programme. Suppression, tout à fait. Ouais, voilà. Ça. Et là, vous voyez, j'ai un Windows dans mon Windows qui contient, au moment où je l'ai lancé, vraiment une stricte copie de mon host, mais dans lequel je vais pouvoir installer une appli, je vais pouvoir bidouiller le registre si je veux. Enfin, je vais faire finalement ce que je veux sans avoir à gérer un fichier virtuel, un VHD ou quoi que ce soit. Et quand je l'éteins, ça disparaît. C'est génial. Alors, on va dire que ça répond aux besoins ponctuels de tester un truc, une cochonnerie, un machin. Après, si on veut faire du vrai maquettage, on a un peu besoin que ça dure quand même. Voilà, parce qu'il faut recommencer à chaque fois. Tu as bien fait de venir. Bon, voilà. Vous verrez quand même assez vite les limites. Voilà, comme je vous ai dit, quoi. Très vite, quand on veut maqueter, quand même, ça devient assez vite un peu pénible de recommencer à chaque fois. C'est ça. Tu ne sais pas créer une sorte de snapshot en disant tiens, enregistre-moi l'état pour que la fois d'après tu le récupères. C'est le travail d'Hyper-V. On y vient. Oui, c'est ça. C'est pas là-dedans. Ok. Si vous l'avez entendu, ce qui vient de sauter. Ça y est, vous me entendez? Voilà. Ouais, on t'entend. Bon, voilà. Donc oui, c'est sympa, c'est vite fait. Je vous dis, un exe que vous téléchargez sur Internet, vous savez pas trop ce qu'il vaut, ce qu'il va faire. Hop, un petit sandbox, et puis comme ça, vous avez la vision. Aucun d'entre vous connaissait alors? Non. C'est là où voilà, c'est un truc qui est apparu il y a 1 an et demi. Alors pour la petite histoire, la première build, enfin la première version dans laquelle c'est apparu, je dirais que c'est la 19.03, ça n'a pas marché pendant 4 mois sur la version localisée française. Ah ouais. Mais maintenant, ça marche très bien. Voilà. On va dire que c'est pour ça qu'on ne connaissait pas. Voilà, oui. En tout cas, moi, on l'avait testé et puis ça ne marchait pas. Donc. J'étais enthousiasmé, je m'étais dit, ah cool, je vais en parler. Et puis, je suis tombé un peu là-dessus, ça m'a un peu calmé, honnêtement. Et puis, du coup, maintenant, c'est passé et j'ai jamais pris le temps d'évoquer le sujet sur mon site, en tout cas à cause de ça.
Alors, Non, mais c'est intéressant. C'est vrai que je disais pour tous les devs qui nous écoutent, comme tu dis, tu veux tester un truc, tu le démarres, pouf, et puis tu l'utilises. Ça Et va c'est nous fini. être super c'est utile. du Hyper-V sans s'embêter, on va dire. Voilà. Ouais, c'est tout à ça. fait. La petite restriction, n'oublie Et pas. c'est quelque chose à vraiment faire connaître même à n'importe quel utilisateur, quoi. Je vais faire connaître ça à mes parents, quoi. Tiens, comme tu dis, tu télécharges un truc. Bon, excusez-moi, je dois redémarrer. Mais oui. Alors après, à tes parents, attention, ça nous parle, nous, une VM. Tu sais pas sur quoi ils cliquent. cliquent. Ouais, je suis pas. Oui, tu sais pas sur quoi ils cliquent, mais ils vont pas trouver leur favori dans Edge. Enfin, bon, je suis pas sûr que j'irai jusque-là avec mes parents, personnellement. Voilà. Je risque de les perdre en cours de route. Pardon, papa, pardon, maman. Donc, Windows Server. Donc, on a vu Windows 10. On va dire, pour faire court, c'est le même Hyper-V dans les deux. Bien sûr, les fonctions avancées, enfin, la gestion de beaucoup de RAM, les outils de gestion, PowerShell, tout ce qui est gros data center, failover, je dis que des gros mots là, hein, failover, clustering, high availability, Hyper-V réplica, virtual fiber channel, qui sont on va dire des fonctionnalités data center, quoi. Forcément, ils n'existent pas dans Windows 10. Voilà. Mais sinon, l'Hyper-V est le même, quoi, clairement, entre Windows 10 et Windows Server. Donc, pour activer Windows Hyper-V sur Windows Server, j'ai rien à rajouter, c'est la même chose. Il faut que ce soit actif dans le BIOS, l'UEFI pour être précis. Alors, et d'ailleurs, je n'ai jamais vu depuis au moins 7 ou 8 ans un serveur livré sans la fonction activée, par contre. Autant sur PC, on peut comprendre activé par défaut, autant sur un serveur, on va dire que ça n'est plus un prérequis, j'ai envie de dire. Mais donc, il suffit d'activer le Hyper-V, de redémarrer, et on a le même fonctionnement qu'avec Windows 10, donc l'hyperviseur qui a pris la main sur le matériel, et puis la gestion ensuite de nos machines virtuelles, quoi. Donc, comment créer une machine avec Hyper-V? Vous voulez qu'on en fasse une petite ensemble? On avait déjà fait, j'imagine. Ça peut éventuellement permettre d'évoquer 2 ou 3 petits sujets. On peut peut-être le montrer, parce que la création est assez rapide, effectivement. Donc la création est rapide, mais il y a des pièges, quand même. Il y a des questions que peut-être que vous êtes déjà posées. Alors, je ne vais pas évoquer la création rapide, qui, en gros, consiste à utiliser des templates qu'on peut aller chercher. Mais c'est pas marrant parce que ça fait tout seul. Donc, moi, ça ne m'amuse pas personnellement. Et si au moins, si tu pouvais faire ça en PowerShell, ça, je préférerais. Ah non. Enfin, pas vrai, je ne vais pas dire que je ne sais pas faire, mais. Et puis, c'est pas Christophe, sinon, ça c'est pas drôle, hein, le faire à la main avec des clics, franchement, c'est. Pour moi, c'est la base. Regarde pas. Avant de le faire en PowerShell. En réalité, créer une VM en PowerShell, c'est une ligne de commande. Hein, point. C'est create VM et puis hop. Et du coup, il faut savoir ce qu'on fait. Donc, nouvelle machine virtuelle. Allez, hop, c'est parti. Donc, les prérequis étant, j'ai bien sûr Hyper-V d'installer, j'ai plein de RAM parce que voilà, j'ai ma petite infra à la maison qui tient dans mon PC, donc j'ai 32 Go de RAM, comme ça je suis tranquille. Parce que c'est vrai que pour installer ça, il faut aller dans ajout suppression de programme et cocher la case pour activer l'Hyper-V. Au même endroit que le bac à sable. Que j'ai donné tout à l'heure. Tu peux peut-être le mettre en plein écran, non? Oui, bien sûr, si tu veux. Voilà, pas de problème. C'est pour les yeux à Denis, hein, c'est pas pour nous. Hein. Ouais, j'ai compris. Je suis déjà foutu, moi. Donc, voilà, je vais lancer l'assistant, clairement. Puis vous allez voir qu'à chaque étape, voilà, à la fois c'est simple, on peut faire suivant, mais je pense qu'il y a quelques petites options qui sont plutôt intéressantes. Tu arrives à voir ma boîte de dialogue, Richard, ça va? Oui, mais je sais pas, tu prends qu'un tiers de l'écran là. J'ai les deux autres guignols qui sont là. Mais non, c'est parce que tu sais pas épingler. Je suis d'accord. Clique droit sur le rang et épingler. Tu vas voir, c'est magnifique. Ah ouais. Voilà. Et moi, par contre, je suis avec l'état à l'heure. Voilà. Donc, l'assistant, la première chose qu'il va nous poser comme question, c'est tout bête, mais c'est le nom de l'ordinateur virtuel. Alors moi, j'ai tendance à un peu tout standardiser, c'est-à-dire que le nom de la machine virtuelle, c'est le nom que je vais aussi donner à mes fichiers, à tout, quoi. Mes fichiers de paramètres, mes fichiers VHD retrouvés. Parce qu'au bout d'un moment, ça peut être quand même assez simplement un joyeux bazar sur un PC. Donc, j'ai tendance un peu à m'organiser quand même. Et par contre, moi, je standardise. Par pitié, ne laissez pas l'emplacement par défaut, c'est dans Program Files. Après, vous allez les chercher vos VM et puis c'est pas très sympa. Donc, bien sûr, j'ai un dossier dans lequel j'ai toutes mes VM. Donc, première question qui est intéressante, génération 1, génération 2. Vous vous souvenez de mes deux schémas? Génération 1, on est à la limite de l'hypervision et de l'émulation, clairement. Mais ce qui va permettre de faire tourner des vieux OS avec des
des vieux drivers de carte réseau avec des choses comme ça. Et la génération 2, on va dire, en gros, on leur met un BIOS UEFI pour résumer. Et on fait de la vraie hypervision. Donc, si vous voulez déployer du Windows Server ou du Windows 10, il faut prendre la génération 2. Si vous voulez commencer à bricoler avec des OS un peu différents, il va falloir se poser la question, clairement. Ouais. La Tu ne mémoire. vas pas te poser la question parce que si tu installes XP et que tu mets génération 2, ça ne marche pas, tout simplement. Il n'y a pas de question à se poser, ça bug, c'est tout. Comment installer XP dans de la virtualisation? Je refuse de répondre à cette question. Même sous la si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'en ai une. je ne sais plus faire, clairement. Donc, un petit point important, c'est la mémoire dynamique. La mémoire dynamique, c'est quoi? J'ai 16 Go de RAM sur mon PC. Et je vais peut-être pouvoir faire tourner 4 VM ou 5 VM avec 8 Go de RAM. En fait, il va surallouer et il ne va utiliser que à la demande. Ce n'est pas une bonne idée, clairement. Très vite, si jamais vous arrivez dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous avez démarré trop de machines virtuelles avec trop de RAM par rapport à la RAM de votre OS, c'est un cauchemar, clairement. Donc, pour moi, mon conseil, c'est qu'il faut la décocher. Oui, mais dans ce cas-là, il réserve les 4 ou 8 gigas. Au moment où je démarre ma VM. Ouais. Et tu as un nombre maximum, du coup, c'est ça, au moment où tu démarres la VM, donc tu as un nombre maximum de. C'est pour ça que toi, tu te payes des PC à 32 gigas, mais exactement. si on a des pauvres PC à 8 gigas. Oui, mais essayez, vous allez tout de suite comprendre, c'est une catastrophe de surallouer. Parce qu'en gros, c'est le fichier d'échange qui va servir. Donc, moi, je vois pas de. Franchement, je vois pas de cas d'usage concret, tellement c'est infernal. Voilà. Donc, pour moi, je l'ai jamais. Le peu que je l'ai fait, j'ai détesté. Et pour la petite histoire, dans VMware ESX, ça s'appelle du ballooning. Voilà, c'est-à-dire que parce que en gros, eux, ils ont fait c'est encore plus violent, c'est-à-dire que il y a une appli dans la machine virtuelle dont le rôle va être de faire la chasse à la RAM pour essayer de libérer pour les autres. Mais c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit le fichier d'échange du host qui va se mettre à être utilisé, eux, ils forcent le fichier d'échange dans la VM. La conséquence, c'est la même. Hein, les perfs s'écroulent et c'est une catastrophe. Ça, Donc pour moi, c'est l'option à décocher à tout prix, vraiment. Sous réserve qu'on a de la RAM, on est bien d'accord. La mise en réseau. Alors, on aurait dû en parler un petit peu avant, pardon, mais c'est pas grave. Comme vous vous souvenez de mon schéma, comme tout est détaché du matériel, si je ne fais rien, je lance ma machine virtuelle, elle n'a pas de carte réseau. J'ai pris, en gros, je démarre un PC neuf, et maintenant, il faut que je lui fournisse du réseau. Eh bien, je vais devoir, j'aurais dû l'annuler, et vous le montrer avant, je vais devoir créer un switch. C'est-à-dire dans mon PC, comme il y a plusieurs VM, je vais devoir faire un switch virtuel forcément. Donc je vais créer un switch. Alors là, je ne sais jamais ce que je dois choisir. Et oui, justement, c'est pour ça que j'aurais dû regarder ça d'abord. C'est important. Par défaut, si je crée un switch, je choisis ma carte réseau. Je pense que j'en ai qu'une, donc c'est simple. Et qu'est-ce qu'il fait? Et c'est pas bon en prod, mais sur du maquettage, il n'y a pas de souci. Il partage la carte entre le host et la VM. C'est-à-dire que, techniquement, dans mon PC, il y a un switch sur lequel il a branché mon Windows 10 host déjà, et puis sur lequel vont être branchées les autres machines virtuelles. C'est vraiment, il faut l'entendre comme ça. C'est comme le physique, vous installez un switch. Il n'y a aucun rapport avec les ponts? Alors, si on veut donner accès à Internet à une VM sans passer par la carte physique, on va faire des ponts, tout à fait. On tombe dans du vrai réseau, là. Ça peut devenir extrêmement complexe. Alors, dans un data center, sur des gros serveurs, en réalité, on va isoler les choses. Déjà, le premier prérequis dans un data center, c'est ne jamais partager. C'est-à-dire que le serveur que je viens d'installer, les serveurs chez le client, par exemple, il y avait 8 cartes réseau dans chaque host. Et déjà, on en prend 2 pour le host. Pourquoi 2? Parce que s'il y a un problème avec une, il y a toujours l'autre. Donc, on en déduit 2 de ce qui est disponible et qu'on alloue. Là, c'était du ESX, mais ça aurait été pareil en Hyper-V, uniquement pour la machine virtuelle. L'idée, c'est comme ça, si j'ai un problème dans mes machines virtuelles, je ne vais pas planter le réseau de mon Hyper-V. D'accord? Donc, bien sûr, on ne fait pas ça à la maison. Enfin, encore une fois, vous voyez, j'ai mis de la RAM, mais j'en suis pas venu à mettre 2 cartes réseau dans mon PC. mais ça serait bien, mais il ne faut pas exagérer. Mais l'idée, c'est qu'on va créer des switches virtuels. Imaginez un serveur où il y a 10 machines virtuelles. On va mettre les machines virtuelles qui ont de l'affinité entre elles sur le même switch virtuel, par exemple. Et par contre, on va mettre celles qui ont besoin de performance. On va dédier une carte réseau physique à un switch physique ou 2 physiques à un switch virtuel et qu'on va relier à la carte à la machine virtuelle, pardon. Ça se complique. Enfin, faut faire un schéma réseau en fait dans sa tête. La même chose que vous faites dans votre bureau en mettant un switch, en l'isolant ou pas. Moi, il y a une chose que j'aime aussi beaucoup,
quand je prépare un serveur, c'est créer un switch virtuel non connecté. Je recommence, pardon. Créer, hop, c'était là, pardon. Hop, je recommence. Voilà, interne ou privé. Le scénario classique en entreprise, c'est on sauvegarde nos machines virtuelles, puis un jour, on veut faire un test de restauration. Si on n'a pas fait gaffe, on se retrouve avec notre machine virtuelle. D'un coup, à la fin, elle est restaurée, elle démarre, puis on en a 2 pareils sur le réseau. Et là, c'est un peu la cata, honnêtement. Donc, on va rattacher cette machine de test à un switch privé. C'est-à-dire qu'en gros, elle est isolée. Elle est branchée sur un switch, mais qui n'est pas connecté à Internet. D'accord? Elle est isolée. C'est ça. Donc, si on résume, externe, c'est plus pour avoir un accès complet comme une carte réseau, accès Internet, tout ce que tu veux. Privé, c'est la même chose, mais elle n'est pas accessible à l'extérieur, quoi. Elle n'est pas connectée sur le réseau. Voilà. Alors, avec une petite nuance, c'est que privé, c'est chaque VM sera isolée. Et interne, c'est éventuellement, j'ai 2 VM que je veux faire communiquer entre elles, mais sans communiquer avec l'extérieur. Ah ouais, ok. Voilà. Donc c'est important. Plus simple, c'est externe. Parce que vous voulez tester une VM qui a une copie d'une autre, ça ne se passe pas bien s'il y en a 2 avec le même nom sur le réseau. Ouais, c'est ça. Ouais. Je reviens. Donc privé, elle aura pas du tout accès au réseau, quoi. C'est ça. Ouais. D'accord. En gros, ça revient au même que de ne pas la connecter, qu'on soit clair. Mais des fois, on veut faire des tests et on veut que le réseau soit actif dans l'OS. Voilà, c'est la nuance. En bas de mon PC, ça me dit que je suis connecté, alors que sinon, j'ai ma carte réseau déconnectée. Honnêtement, c'est pas un cas où je suis confronté, on va dire. Donc, j'en reviens à mon switch virtuel. Donc, il est là. C'est-à-dire que je crée ma machine virtuelle et je vais la brancher, comme si je prenais un câble, à mon switch virtuel. C'est ça, et c'est pour ça que tu vas pouvoir créer si tu crées plusieurs VM, tu peux toutes les connecter sur le même switch. Là, soyons clairs, voilà, toutes mes VM, c'est des petits trucs de test, elles sont toutes connectées au même switch virtuel, on est bien. Ça. Et physiquement, tu n'as qu'une seule carte réseau qui va te sortir tout ça sur le réseau. En fait, et en plus, c'est plus fort, c'est que j'ai ma carte réseau qui est à la fois partagée par mon Windows 10 host et en plus mon switch virtuel qui est utilisé par les VM. À cause de la case à cocher. Ce qui est pas une très bonne pratique, on va dire. Mais là, en l'occurrence, pour du maquettage, c'est bien. On pourrait imaginer qu'une VM peut me saturer ma carte réseau. Du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Une fois qu'on a mis tous les... Vous voyez que cet assistant, il est simple et on peut faire suivant, mais il y a plein de petites questions et plein de petites pépites, en fait. Une fois que j'ai créé ma machine virtuelle, je vais créer le disque virtuel. Donc, on est d'accord, c'est le disque dur qui se retrouve dans un fichier qui est parfaitement transportable, qui est réutilisable, qu'on peut mettre ailleurs éventuellement. On en parlera un petit peu après. Alors, c'est pareil, on peut créer des disques dynamiques. Vous voyez, c'est-à-dire que en fait, là, si je fais suivant, il va créer. Alors, vous avez compris que je laisse jamais ce nom-là et c'est là où je mets le même nom que ma machine virtuelle pour m'y retrouver. Si je le crée comme ça, là, en fait, mon VHDX, il va s'agrandir à mesure de l'usage. Donc, il va démarrer à 0 et je vais installer Windows. Forcément, l'usage va augmenter et il va grandir. Donc ça, c'est sympa parce que ça occupe pas de plein de disques, mais c'est moche en production aussi. Imaginez un serveur, à mesure que les gens enregistrent dessus, il faut qu'en plus l'hyperviseur, il gère le fichier. Donc, ce n'est pas une recommandation non plus dans un data center ou quand on veut des perfs. On fait un bilan de toutes les machines virtuelles, de la consommation de disques et on alloue en dur, on va dire, l'espace. Une taille. Ouais. Et dernier point, si là je me contente de faire comme ça, je vais avoir une VM toute bien, toute belle, toute vide, mais quand elle va booter, elle va me dire j'ai pas d'OS. Donc il faut installer un OS. Et là, en fait, le plus simple, c'est de monter une ISO, clairement, qui va apparaître comme étant un lecteur de CD ou de DVD dans la VM, par exemple ça. Et puis, par défaut, comme j'ai fait ça, l'UEFI va être modifié pour que le boot se passe sur cette ISO. On n'a pas besoin d'aller bidouiller dans le BIOS pour que ça se passe. Si je choisis de le faire avant, je vais peut-être être obligé d'aller bidouiller dans l'UEFI de la machine virtuelle. Parce que oui, la machine virtuelle, elle a aussi un BIOS. Voilà. Sachez-le, tout est émulé, alors c'est pas le bon terme, vous avez compris, mais tout est virtualisé pour que vraiment la machine virtuelle, elle se croit dans un PC complètement séparé. Un vrai PC, c'est ça. Voilà. Matrix. Et le fichier VHDX que tu as créé, je ne dis pas de bêtises, c'est pas un fichier qui est reconnu par Azure aussi? Qui est reconnu par Azure. Par Azure, c'est-à-dire si tu pourrais... Je pense que ça sera ma prochaine étape avec vous pour info de parler d'Azure, mais tout à fait, on peut très bien importer des machines virtuelles physiques, on va dire, dans Azure, ouais, tout à fait.
Ouais, c'est la même chose. Hein. Azure, de toute façon, c'est du Hyper-V. Hein. Faut pas se... Mais c'est ce format-là, c'est ça que je veux dire. Ce qu'on est en C'est train ce de faire format-là. ici, c'est le format génération 2 qu'on devrait choisir, choisir la taille du disque, et puis on enverra le fichier sur C'est à peu Azure. près ça, ouais, tout à fait. Ça, À ok. peu près ça. Bon, là, j'ai pas appuyé assez rapidement sur la touche espace pour booter sur l'install de Windows. Voilà, clairement. Donc, je vais éteindre ma machine virtuelle sauvagement. Alors, on est d'accord, hein, là aussi, c'est un détail parce que je le vois avec des étudiants ou des stagiaires arrêter l'équivalent comme quand vous appuyez sur le bouton d'alimentation un petit coup sur votre PC, ça va éteindre l'OS. Alors que éteindre, c'est je débranche. C'est sauvage, en gros. C'est pas ce qu'il faut faire. Voilà, il est pas content parce que j'ai pas appuyé sur la touche, en gros. C'est pour ça qu'il n'a pas booté. Donc je vais l'éteindre. Voilà. C'est la distinction que tu fais sur les deux boutons. Je reviens sur Azure, c'est ce qu'on a aussi dans Azure de mémoire. Je pense que maintenant ils ont mis un warning avec ça, parce que si tu éteins ta VM, en gros, elle continue à tourner derrière et tu consommes, et donc tu payes des ressources. Alors que si tu appuies sur le bouton de, je sais quoi, c'est pas délocaliser, désallouer, je ne sais plus, là, à ce moment-là, tu payes plus. Ouais, oui, ça devient compliqué ta question. Mais en gros, si tu désalloues, tu ne gardes que le stockage, mais tu vas quand même payer le stockage. Alors que si tu contentes d'éteindre, bah, tu gardes le stockage plus les réservations de ressources. Ouais. C'est ça. Et donc ça. Le mois dernier qu'ils ont eu un problème là-dessus, ça a été chiant. Ouais. Donc bon, voilà. Enfin, mais c'est la nuance. Hein. Moi, je vois sous prétexte que ce soit virtuel, je vois parfois des prestataires ou des stagiaires chez nous, ce qui est moins grave, éteindre. Clac. Je leur dis mais t'éteins pas ton PC en le débranchant, quoi. Donc par pitié, éteins proprement ta machine virtuelle aussi. Moi, j'enlève la batterie. Hein. Comment? J'enlève la batterie, moi. C'est ça. Hein, c'est ça. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack. devapspodcast.slack.com en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack. D'accord, donc voilà, c'était le petit. Je pense, à la fois, c'est pas méchant, mais il y a plein de petits indices, plein de petits paramètres qui sont putain intéressants. Tiens, je viens de perdre ma lumière, pardon. Vous avez dû me voir passer dans le noir, c'est ça? Non, non, c'est pas grave. C'est pas remarqué. C'est pas grave. Quelques petites astuces, on en a parlé et j'ai un peu esquivé la question, c'est que du coup, avec des machines virtuelles, on peut utiliser ce qu'on appelle des points de contrôle. C'est-à-dire que ça va encore plus loin, mais c'est un peu plus complexe, mais on va pouvoir, avant de faire un test sur ma machine virtuelle, vous voyez, moi j'ai des machines virtuelles un petit peu toutes prêtes que j'essaye de garder à peu près à jour. Si vraiment je veux faire un test sur cette VM, mais que je pense que je vais la planter ou la démolir complètement, bah, on va dire qu'avant de le faire, je vais faire un point de contrôle. Point de contrôle, c'est en anglais, c'est ce qu'ils appellent les snapshots. C'est ça, tout à fait. Ouais. C'est un point de retour, une historique de ma VM. Je vais faire un point de contrôle, je vais installer un truc, ça se passe pas bien, et ben je vais revenir en arrière sur mon point de contrôle. Oui, c'est comme si on faisait des commits et des pull requests en développement. Oui, tout à fait. C'est les points de restauration que nous avions connus. Point. Ouais. En ligne de commande et en virtuel dans PowerShell, je crois que c'est les termes. Ouais. D'accord, donc ça c'est pratique en maquettage. Du coup, vous voyez, c'est là où on va plus loin que quand même avec notre petite sandbox, quoi. Et un point important aussi, parce que ça aussi je le vois, et on touche à une autre notion qui malheureusement n'est pas forcément connue, c'est Windows, tous les Windows, serveurs, clients, il y a une notion d'SID. Je ne sais pas si ça vous parle, on va dire que chaque Windows est unique et a un numéro d'identifiant. Et quand on fait de la virtualisation, bien sûr, là vous ne l'avez pas vu, mais moi quand il y a une nouvelle build de Windows 10 qui sort, je me l'installe, je la mets à jour, je me mets 2-3 outils, hop, je l'arrête. Et puis après, je me tape plus des installations en réalité. Quand j'en ai besoin, je clone le VHD et puis c'est reparti, ça marche. Attention, danger. Si je me contente de ne faire que ça, cloner le VHD, je me retrouve sur mon réseau avec des Windows qui sont des clones. C'est-à-dire que si par exemple je cherche à accéder à un serveur, ou encore pire à un Active Directory, alors là c'est la cata. Parce que l'Active Directory, il ne comprend rien, il voit deux machines qui ont le même SID. C'est le même identifiant pour les mêmes machines. La machine, qu'on se comprenne, c'est bien le SID. Donc, même si vos VM, vous les avez appelés VM1 et VM2, c'est le début des gros problèmes, clairement. Donc, un point important, si vous clonez, c'est pas méchant, il faut faire ce qu'on appelle la généralisation. C'est-à-dire qu'il faut dire au Windows, attention, là, prépare-toi à te cloner, prépare-toi à t'installer. Et c'est très simple, je vous laisse chercher, on ne va pas le détailler, mais il faut utiliser un outil qui s'appelle sysprep. On lance sysprep.
et puis on lui dit, bah voilà, prépare le système pour le clonage, on va dire, c'est-à-dire généralise-le. C'est-à-dire qu'en gros, c'est avant de l'éteindre, enlève tout ce qui est SID et mets une clé dans le registre pour dire au prochain redémarrage, vous allez vous retrouver avec l'assistant d'installation qui prend 3 étapes, mais où ça va vous demander le nom de PC et les paramètres que vous voyez quand vous installez un Windows. Et là, j'ai bien un clone, mais un clone, pas un clone du coup, une deuxième VM configurable sur le réseau. Vous voyez, je vous le dis parce que je ne sais pas si, c'est quelque chose que vous avez, une notion que vous connaissiez un petit peu ou pas. J'avais déjà vu. C'est un vrai piège. C'est-à-dire que chez vous, il y a peu de chances que ça ait de conséquences, qu'on se comprenne. Vous démarrez 2 VM, même en même temps, ça risque d'être pas très grave. En entreprise, pour peu qu'il y ait un Active Directory, c'est un cauchemar. Ouais. Et moi, c'est un peu le même avec la MAC adresse, je pense, non? La MAC adresse, je crois qu'elle a un numéro différent quand tu refais une autre VM, mais je pense que tu pourrais mettre la même MAC adresse pour la carte réseau, non? Alors, quand on va, on va essayer de faire quoi? Quand on clone, dans Hyper-V, on peut cloner une machine virtuelle. Si on clone une machine virtuelle, ça va plus loin. On va garder le SID, mais aussi la MAC adresse. Oui, c'est ça. On clone le hardware avec le logiciel. Si par contre, moi c'est pas comme ça que je procède, quand je veux faire une nouvelle VM, je crée une nouvelle machine virtuelle, mais comme stockage, j'utilise un VHD que j'ai dupliqué moi-même. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, la MAC adresse, elle a changé. C'est ça. Voilà. Mais par contre, faut penser au SID. Et pourquoi moi je le rencontre? Christophe avait une question aussi, je vois. Ouais. Mais comment, j'avais une question, mais c'était sur les points de contrôle. Oui. Elles sont propres à la VM. 2 petites secondes pour finir le point du SID. Moi, pourquoi je le rencontre, c'est parce que dans VMware, c'est mieux fait. C'est-à-dire que quand on dit qu'on veut cloner une machine, il se trouve que VMware envoie un generalize. Donc, finalement, moi, j'ai déjà vu des admins plutôt pointus en SX, mais qui ne savaient même pas qu'ils faisaient ça. Et le jour où ils se retrouvent dans Hyper-V ou dans Azure, ils faisaient des clones avec les mêmes SID. Voilà, pour ça que j'aime bien l'énoncer. Pardon, je reviens à ta question, excuse-moi, mais je voulais finir ce point. Un point que je voulais préciser, tu me donnes une précision par rapport au point de contrôle et la machine virtuelle et le VHD. Le point de contrôle, on est bien d'accord qu'il va faire un snapshot du système, en fait, comment il est, mais c'est propre au VHD et non pas à la machine virtuelle. Je veux dire par là que demain, je prends mon VHD, je vais sur un autre PC qui a aussi une virtualisation, c'est-à-dire que je transporte mon VHD ailleurs, tu es d'accord? Mon point de contrôle est toujours présent? Alors oui, je suis pas sûr que ça va bien se passer concrètement. C'est-à-dire que si tu veux récupérer la machine virtuelle et ses snapshots, il va falloir vraiment la migrer avec Hyper-V, surtout pas en copiant les fichiers. Je pense que ça ira au désastre en fait. Voilà, la nuance, elle est là. Du coup, j'enchaîne avec une question par rapport à ta réponse. On peut migrer une VM? Oui, c'est là. Voilà. En fait, on peut déplacer, on peut exporter. Bon, renommer, on va dire qu'on s'en fout un peu. C'est-à-dire que si j'ai cette VM, par exemple, et que je veux la mettre sur un autre PC, oui. La mauvaise manip, c'est de prendre le VHD. Ah, c'est dommage, c'est ce que je faisais. C'est-à-dire qu'en fait, si on va faire l'analogie avec tu as 2 PC. Si tu veux passer d'un PC à l'autre, si tu prends ton disque dur sur le premier et que tu le mets sur le deuxième, c'est pas la même machine. Elle n'a pas la même MAC adresse, elle n'a pas le même identifiant matériel, etc., etc. Donc c'est pas un déplacement. Tu as créé un nouveau Windows quelque part. Enfin, tu as créé un Windows identique mais sur un matériel différent. Les machines virtuelles, c'est pareil. Si tu te contentes de prendre le VHD et puis sur ton nouveau PC de faire nouvelle machine virtuelle et puis utiliser un VHD existant, tu vas récupérer certes le disque dur, donc ce qu'il y a dessus, le Windows, mais d'ailleurs au passage, probablement que tu vas même peut-être devoir réactiver la licence parce qu'il va voir que tu n'es plus sur le même PC. Ouais. Alors que si tu veux le faire bien, c'est-à-dire vraiment, pour nous c'est important, ça c'est ce qui est bien avec la virtualisation, c'est que nos clients, tous les 3-4 ans, quand il n'y a plus de maintenance matérielle, on leur change leur serveur, qu'est-ce qu'on fait? On exporte leur machine virtuelle de l'ancien serveur avec exporter. Ça nous crée à la fois le VHD, mais à la fois les fichiers paramètres. On copie ce dossier-là sur le nouveau, et là, on fait importer. Et déplacer, c'est quasiment la même chose. La nuance, alors, déplacer, on peut faire ça régulièrement, par exemple, toutes les semaines. Tiens, j'ai besoin de travailler de l'un et de l'autre, je suis en confinement. La nuance de déplacer, on va y venir après, mais si tu as, je prends le dernier serveur que je viens d'installer, je ne voulais pas trop détailler, mais il y a 2 serveurs hôtes, d'accord, avec un stockage partagé qui est un NAS.
Bah, ce qui est magique, du coup, c'est comme ils ont le même stockage les deux, quand je fais déplacer, ça se passe tout seul en quelques secondes. C'est-à-dire que j'ai mon host 1, je dis que je veux déplacer ma VM sur host 2, bah, le VHD finalement il ne change pas d'endroit et ça se déplace tout seul. Et quand les choses sont bien faites, si on a le bon type de stockage, si on a les bonnes licences d'activer dans VMware, alors que Hyper-V ça se passe tout seul, on peut même déplacer la VM en marche. En ce moment, je suis en migration de serveur là justement chez ce client. En gros, on remplace une infrastructure où il y avait des hosts et un SAN. On remet des nouveaux serveurs et un nouveau SAN. Déplacer d'un host à l'autre se passe en production en pleine journée et les gens ne voient rien. Vas-y, clique sur déplacer là pour voir ce qui se passe. Moi, je n'ai qu'un serveur, donc ça va être vite. Ah non, mais en fait, je veux savoir comment ça fonctionne, puisque moi, entre deux PC, je déplace. Entre deux PC, il ne faut pas faire déplacer concrètement, parce que tu vas pouvoir ajouter un deuxième PC ici, tu vas pouvoir voir ton deuxième PC, mais il ne saura pas déplacer. Il n'y a pas les composants qui vont permettre de le faire, à savoir un stockage partagé. Donc la vraie manip, toi, entre tes deux PC, c'est de faire exporter et importer. Ah bon? Ouais. Okay. Après, si tu veux, alors j'ai un vieil article sur windows.com, tu peux par exemple utiliser un Synology et le créer en stockage ISCSI, qui est une technologie qui permet, on va dire, de faire du stockage sur de l'IP. Oui. Déclarer le disque dur ISCSI que tu crées sur ton Synology sur tes deux serveurs, les deux hosts, et là, du coup, tu pourras déplacer. Il n'y a pas besoin donc de techno forcément hyper cher, mais attention, enfin voilà, je crois que j'ai une doc là-dessus, enfin elle est sûrement un peu obsolète. Par contre, je ne suis pas sûr que tu puisses le faire avec Windows 10 typiquement. Je pense qu'il faut du Windows Server pour ça. Ah oui, non, c'est pour déplacer entre mon ordinateur fixe et mon Surface Book. Quand je pour un one-shot, tu fais un export et un import, clairement. D'accord. Okay, merci. On a bien fait de l'inviter. Donc voilà, vous voyez, si on regarde un peu mon stockage de Hyper-V, on retrouve justement des machines virtuelles. Par exemple, voilà une machine virtuelle, voilà le VHD, et voilà justement un cliché. J'ai fait un snapshot à un moment. Donc le différentiel, du coup, il est là. Ouais, c'est ça. Moi, je posais une question bête et méchante. Je pense connaître la réponse, mais souvent sur des PC, tu as deux disques durs. Tu en as un, c'est le SSD qui est réservé à l'OS, et l'autre qui est un. C'est ça. C'est ça. Tu as intérêt à. Le fichier VHD, tu as intérêt à le mettre quand même sur le SSD plutôt que sur le. Enfin, je suis pas. Si t'es riche, oui, bien sûr. Ouais. Mais non, moi, ça se passe très bien, franchement. Mes maquettes, déjà, elles sont confortables, elles marchent bien. Comme j'ai de la RAM, donc j'ai mon OS qui est sur un SSD. Celui-là est un SSD. J'ai mes VM qui sont sur un gros 4 Tera. Franchement, ça se passe bien, quoi. Voilà. Mais si tu peux, bien sûr. Alors moi, mon deuxième SSD, il est pour les jeux, clairement. Ouais. Voilà. Mais Flight Simulator en l'occurrence. Mais non, ça se passe bien sur du. Moi, ma config classique, c'est ça, quoi. Voilà. Ouais. Mais j'ai un peu abandonné, j'avoue, sur mon portable Hyper-V. Avant, j'avais souvent un portable avec un petit SSD et puis un gros SATA pour mettre mes VM. J'ai un peu laissé tomber avec mon portable parce que si j'ai vraiment besoin d'une VM un peu partout, soit je la mets sur un de mes serveurs au boulot, ou soit je la mets sur Azure en fait. D'accord. Je fais moins de virtualisation. Ce que je vous montre là, pour moi, c'est un peu... c'est bien parce que vous voyez plein de techno. Puis pour moi, l'idée, c'est presque de vous emmener vers Azure à l'étape suivante. Mais parce que faut ces notions-là, ça permet de mieux comprendre. Mais j'utilise de moins en moins la virtualisation en réalité, moi aussi. Enfin, à cause de Sandbox, à cause du fait que je peux héberger une petite VM de test sur un serveur et je préfère au moins, elle m'embête pas sur mon PC et je peux y accéder de partout finalement. Voilà. Mais on n'a pas encore beaucoup de clients, même qui ont de la prod sur du SSD, honnêtement. D'accord. Parce que là, c'est moche, je suis sur du SATA, mais en réalité, sur les serveurs, on met des disques SAS à 10 000 ou 15 000 tours minute. Les perfs sont plutôt pas mal en général. Mais ça va changer, les SSD deviennent quand même abordables, même sur des serveurs de plus en plus. Mais chez moi, ça me va très bien comme ça. Franchement, mes perfs, vous avez vu, enfin, si vous l'avez vu que booter, mais franchement, non, ça boot bien, c'est propre. C'est la RAM le cœur du problème. Et mon processeur, que ce soit clair, c'est un i5 7 ou 8e génération. C'est pas non plus un i7, clairement, ou un i9. Et tu arrives à faire tourner Flight Simulator là-dessus? Et très très bien, en full résolution et pas en 4K, mais en plus que full HD, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. C'est la carte vidéo qui a travaillé. Ouais, le disque, clairement, le SSD.
Et je tue tous les process quand je fais ça aussi. T'as Flight Simulator aussi, je crois. Hein, ça Ouais. fait parenthèse. On peut en parler. Ok, on revient à notre sujet. Mon PowerPoint. Bon, cela dit, j'ai presque. Oui, en fait, j'ai fini un peu sur les machines virtuelles. C'est bien, vous avez posé un peu toutes les questions. Une fois qu'on a un peu, je pense que vous en savez un peu plus. Je vous dis, pour moi, l'étape suivante, c'est Azure quelque part, parce qu'une fois qu'on a compris ça, on a tout compris Azure en réalité. Et par contre, je voulais vous parler, parce que je l'ai évoqué au début, un peu des autres technologies de virtualisation. Le stockage, par exemple. On a compris l'intérêt de la virtualisation, c'est de se détacher du réel. Et puis, je vous en ai un petit peu parlé avec un exemple d'un client. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire en entreprise? Puis là, vous commencez à comprendre le fonctionnement d'Azure en réalité. C'est qu'on va tout détacher. C'est-à-dire que j'ai mes serveurs qui hébergent les machines virtuelles, c'est sous-entendu la puissance de calcul, sur lesquels j'ai un tout petit disque, un tout petit disque physique, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est là où on va mettre l'hyperviseur. Donc, je vous dis, traditionnellement, sur les gros serveurs dans des data centers, c'est même pas un disque dur SATA, c'est un RAID de carte SD, par exemple. Ou maintenant, c'est pour les versions un peu de luxe, c'est un RAID de carte M2, mais qui font 100 gigas, quoi, clairement, puisque ça suffit, c'est juste le host. Et par contre, ensuite, dans ces serveurs, on ne va pas mettre de stockage, à proprement parler. Ce n'est pas là qu'on va stocker les machines virtuelles. Parce que c'est pénible. Parce que si j'ai 4 hosts comme ça, le jour où il y en a un qui déborde, il faut que je déplace ma machine virtuelle, c'est compliqué. En fait, on va créer des disques virtuels sur ces serveurs. Il y a plein de technos, du Fiber Channel, du ISCSI, puis il y en a d'autres à vrai dire. On va utiliser un serveur de virtualisation du stockage et on va mettre des baies de disques, plein de disques, partout, plein de baies, plein de disques. Et en fait, c'est lui qui va gérer le stockage et qui va présenter des disques virtuels à mes serveurs. Pourquoi on fait ça? C'est que du coup, on est tout détaché. C'est-à-dire que dans Azure, quand d'un coup, vous commandez une grosse machine virtuelle, que par défaut, il l'a positionnée sur ce serveur, imaginons, et que le disque virtuel est plein, en fait, on ne va pas changer le disque virtuel. Lui, il va voir le problème. Il va allouer des disques supplémentaires dans les baies, ce qui va augmenter la taille du disque dur et remonter au serveur. On est hyper flexible à faire ça en plus. Donc en plus, on va mixer des technologies, c'est-à-dire que, vous avez vu, stockage hétérogène, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, dans ma baie, j'ai une baie par exemple qui contient 200 disques durs, donc c'est 200 disques durs SATA, pas cher, donc pour un serveur de fichiers très bien, mais je rajoute quand même une dizaine de disques durs SAS à 15 000 pour minute, et puis peut-être pour le stockage premium ou faire du cache, des SSD. Et ça va se gérer tout seul. J'ai même pas à dire, alors je veux un disque avec du SSD, je veux un disque. Ça va s'optimiser tout seul par le serveur en fait. Il va aller allouer, il va voir où sont les requêtes les plus fréquentes. Il va prendre ce stockage-là, il va le mettre dans du SSD par exemple ou du M2. Et puis ensuite, ce qui s'apparente à un serveur de fichiers, il va le mettre sur du SATA pas cher. Vous voyez, donc on virtualise vraiment. C'est sympa. Voilà, c'est le BR. On entre dans ce qui se passe dans les data centers, ce qui se passe dans les grands aussi. Mes PME, par contre, on n'en est pas du tout là, qu'on se comprenne, mais voilà. Et par contre, le détail, c'est que pour faire tout ça dans le licensing, on y revient, il faut du Windows 10 Data Center. Du Windows Server, pardon, Data Center. Je le dis parce que c'est une régression. Dans Windows Server 2012, R2, en fait, standard et l'entreprise, il y avait toutes les technos, c'était juste une histoire de licence de machine virtuelle. Et Microsoft est revenu en arrière pour moi dans mon marché qui est les PME. Je trouve ça pénible parce que ça veut dire que ça exclut le marché des PME pour moi. Je ne peux plus parler de ça à mes grands petits clients, on va dire, leur suggérer de commencer à utiliser du stockage virtuel parce que d'un coup, je vais leur dire, rien que pour y passer, il faut 4 000 € de licence. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu préjudiciable. Bon, voilà, personnellement, je regrette un peu ça. D'accord, sur le stockage, vous comprenez un peu. On commence à comprendre, on va dire, un data center en réalité, c'est ce qui se passe. Alors bien sûr, là, imaginez, il n'y a pas un serveur connecté à chaque fois avec une baie, connecté à chaque fois avec un serveur. Il y a ça au moins x2, voire x3. On lance de partout, ça donne des schémas assez sympas en réalité. Très vite, vous avez un deuxième contrôleur, où vous avez un deuxième lien de tous les serveurs, un deuxième lien qui part aussi là. Ça donne des étoiles assez impressionnantes en fait. Et des montagnes de fibres. Tout ça, c'est de la fibre. Ouais, c'est des guirlandes de Noël quand tu les ressors de leur boîte pour les acheter. Tu passes une demi-journée à ne serait-ce que brancher correctement. Déjà à faire un schéma, parce que si tu le fais pas, tu te perds très vite. Tu fais des nœuds et ça se passe pas bien. Et puis à brancher tout, à vérifier tout. Par contre, ce qui est sympa, c'est que
il n'y a jamais de panne, quoi. Voilà, ce genre de config, il y a des inters, il y a de la maintenance. Autre exemple, un de ces serveurs, j'ai décidé de le mettre à jour, le host, bah, pas de problème, j'ai juste appuyé sur un bouton et VMware, il envoie tout sur les autres, sans interruption de service. Je peux faire ma mise à jour, il redémarre et les VM, elles reviennent toutes seules. Voilà, tout simplement. Tout simplement, enfin, oui, une fois que c'est fait. Voilà. Et une fois qu'on connaît. Ok. Oui. Okay. Il me restait juste le petit réseau, voilà, mais vous avez compris que c'est un peu la même chose, quoi. Voilà, en fait, concrètement, dans un data center, le commutateur virtuel, il n'est même pas forcément connecté à une carte réseau. On rajoute encore une couche pour vraiment tout s'abstraire de tout, en fait, quoi. Voilà, que tout soit, que le jour où dans Azure, il y a une VM qui a d'un coup besoin de plein de performances, et là vous changez en disant je veux une carte réseau ou je veux tant de débit ou quelque chose comme ça, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit obligé d'aller brancher physiquement, quoi. Comme tout est virtuel, tout est gérable en ligne de commande, voire dynamiquement. Ça, c'est après, on rentre dans Azure, justement. Le propre de Azure, c'est que tout ce que je vous ai montré, qui est un petit peu statique, hein, quand on fait une machine virtuelle, on lui attribue, d'ailleurs, je ne voulais pas le montrer dans les paramètres avancés, on lui attribue des cœurs de processeurs, on lui attribue du stockage. Dans Azure, en plus, on va pouvoir dire, plutôt que de choisir, passe en dynamique. Puis ça va se passer tout seul. C'est ça. Ouais. Et comment tu fais pour prendre une image que tu as créée en local, donc tu passes ton temps à la configurer, etc., et puis dire, tiens, cette image-là, je vais la mettre dans une VM Azure, du coup. Tu dois transférer simplement le fichier VHDX et puis le configurer. En fait, techniquement, on ne sait pas prendre, dans le sens où moi je l'entends, une image, c'est à la fois le stockage plus la configuration. C'est ça. Ça n'existe pas. Puisque les configs de Azure ne sont pas les mêmes que les configs de ton serveur ou ton Windows 10. Donc, je reformule. Ce que tu prends, c'est le stockage. C'est le stockage, oui, c'est ça. Okay. Voilà, tout simplement. C'est ça. Donc, tu refais la config, en gros, les écrans qu'on a fait, tu les refais de manière un peu différente dans Azure, mais tu récupères tout le disque et toute ton installation, quoi. Mais pour transférer, c'est quoi? Si tu transfères 120 gigas ou 128 gigas, il te faut une bonne. Il y a plein, ou via un explorateur de stockage Azure. Mais en fait, c'est complexe comme opération. C'est complexe et pas, pour moi, pas l'objectif. C'est-à-dire que quand on crée une machine virtuelle Azure, encore une fois, je pense que ça serait le sujet d'une prochaine discussion, maintenant que vous êtes un peu près, hein, mais quand on crée une machine virtuelle dans Azure, en fait, il y a plein de services Azure qui viennent se greffer dessus, plein de justement tout ce qui est flexibilité qu'on ne va pas avoir si on importe un VHD. Il y a un problème de licensing aussi, d'ailleurs. Qui fournit la licence? Quand je crée ma VM dans Azure, je la paye. La licence tous les mois. Là, je vais devoir importer une licence, donc il faut que je la fournisse. Enfin, ça, c'est justement, c'est pour ça que j'aimerais bien le prochain sujet Azure, hein, si vous voulez bien. Pour moi, c'est la mauvaise migration. C'est-à-dire migrer de sur site au cloud en faisant comme ça, c'est la méthode qui va générer le plus de coûts et on ne va pas bénéficier des avantages. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas conseillé. En réalité, c'est mieux de créer une nouvelle VM. Et en réalité, c'est encore mieux, c'est de consommer du service. Ça va me parler. Je vais prendre une base de données SQL. La mauvaise migration, je l'ai vécu, hein, et on a des clients qui le font. Je prends mon serveur SQL, comme tu dis, puis je l'emmène sur Azure. Et là, pour avoir de la puissance, je vais payer 500 € par mois en étant gentil. Alors qu'en réalité, j'ai besoin d'une base SQL. Il vaut mieux que je prenne le service Azure SQL. Sous-entendu, je laisse Microsoft se débrouiller avec l'OS, avec le patch, les mises à jour, les sauvegardes, et je consomme le service Azure. Et mon ordre de grandeur, là, 500 avec une VM, il va passer à 50 ou 100 en SQL. Ça sera moins coûteux, effectivement. C'est pour ça que ça vaut le coup de comprendre. Dernier point, parce que je vous en ai parlé, virtualisation d'applications. C'est le même principe, mais niveau logiciel, et ça vous parle sûrement plus. On a parlé des applications modernes tout à l'heure. C'en est, hein, on est d'accord, on descend une appli, en réalité, c'est un fichier qui se met quelque part dans le système de fichiers, mais qui est complètement isolé du reste. Et probablement, je ne sais pas si vous le saviez, mais sachez que c'est pareil avec Office 365. Quand on installe Office 365, on ne lance pas un fichier MSI avec un installeur à l'ancienne qui va copier dans le registre et dans la structure de fichier. On descend en streaming d'ailleurs une image virtuelle de l'appli. C'est pas la même chose qu'une appli moderne en réalité d'ailleurs. Voilà. Et quoi, pour tout Office? Pour Office 365. 365, oui, c'est ça. Oui. Voilà. C'est pas connu, mais sachez-le. Alors, il y a un serveur qui sait faire ça, du streaming d'applications chez Microsoft qui s'appelle AppV. Voilà. C'est-à-dire je ne connais pas beaucoup qui ont implémenté ça, mais l'idée, c'est je fais un serveur dans lequel je fais des images, on va dire, comme un store, hein, finalement, d'applications. Et puis après, je les affectue à des utilisateurs. Et la première fois qu'ils cliquent sur l'icône, ça stream l'appli.
C'est un peu comme, il y a quoi, enfin ça existe toujours, je pense, Citrix qui faisait ce genre de choses, non? Oui, Citrix fait ça aussi, tout à fait. Ça, c'est le même système, quoi, entre guillemets. Pas exactement. Non. Citrix, c'est plus de la présentation. C'est-à-dire que le serveur s'exécute sur un serveur et je le vois comme s'il était en local. Ah, là, tu récupères vraiment le Là, binaire tu de l'application récupères qui est le exécuté chez toi, alors. Sur le PC, ouais, tout à fait. Ah oui, parce que j'avais compris quand tu disais du streaming, Ouais, c'est pas exécuté sur le serveur. Tu Non, c'est un streames, en stream gros, de fichiers. c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et par contre, ça permet. C'est plus comme un ClickOnce, quoi. Oui, c'est un peu ça, ouais. Et ça permet d'ailleurs des choses marrantes du genre faire coexister deux versions d'Office, faire coexister deux versions de Edge. Bah tiens, voilà, c'est ce que je l'ai pas vérifié, mais à mon avis, c'est ce que fait Edge. La version précédente de Edge faisait ça. Je ne sais pas si c'est toujours le cas dans la dernière version, la Chromium, je ne sais pas. Mais la précédente faisait ça, avait un conteneur et faisait de la virtualisation. Non, avait un conteneur autonome. Oui, vous parlez de conteneur, vous, voilà. Bah, on est d'accord sur les termes. C'est tout se rejoint en réalité, hein, d'ailleurs. Voilà. Tout à fait. Ouais, ça doit être la même chose, puisque Edge, tu peux avoir la version Canary et la version normale en même temps. En même temps, ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je suppose que c'est pareil, mais honnêtement, je ne l'ai pas non, vérifié. Non plus. Voilà. Alors, okay. Quoi niveau timing, ça va? Alors, on a dépassé l'heure, mais ça, on a l'habitude. Mais... non, je suis arrivé à 35. Oui, voilà, c'est vrai. Il nous reste encore 5 minutes dans le temps de Richard. Voilà. On va calculer en heure Richard maintenant. J'espère que ça vous a. Enfin, moi, pour moi, c'est un peu. Je vous dis, la virtualisation, elle est de moins en moins utilisée en tant que telle. Il y a moins de personnes qui créent des VM qu'avant, mais ça reste la techno derrière, donc je pense que c'est ça. C'est moins visible peut-être comme avant, on le fait peut-être moins, mais en tout cas, c'est vachement utilisé, mais sans même le savoir à la limite, comme tu le dis, avec Office notamment. Quoi. Exactement. Ok, mais je ne sais pas si, comme on arrive un peu à la fin de cet épisode, si Richard et Christophe avaient d'autres questions. On a déjà posé pas mal de questions en cours de route d'ailleurs. C'est notre habitude. Hein. Oui. C'est bien, merci. Ok, alors juste avant de se quitter, comme à chaque fois je vais rappeler qu'on a des petits meet-up tous les mercredis à 17h, donc venez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, il suffit d'aller sur le site devaps.ms/meetup. Richard a d'ailleurs amélioré la page avec tous les anciens meet-up, les prochains meet-up dessus, donc allez voir ça, c'est toujours sympa aussi. Et pour finir, si vous appréciez le podcast, venez nous soutenir sur tipeee.com/devaps. Et donc, ce qu'ont déjà fait, comme la dernière fois aussi, Damien, Enlil, Adrien et Mickaël. Ou bien vous nous écrivez également un petit commentaire en bas de page, en bas de podcast, en bas de vidéo YouTube. Vous mettez un pouce bleu, comme on dit sur YouTube, etc. Donc, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas, venez nous communiquer avec nous sur le Slack de Devaps ou directement par les petits messages que vous envoyez en dessous. Merci beaucoup en tout cas à tout le monde. Merci à toi, Laurent. C'est très, très sympa en tout cas. Je ne vais pas dire que ça nous sort de l'aspect purement code parce qu'on l'utilise, mais en tout cas, c'est toujours intéressant à savoir. Et c'est des choses qu'on a toujours utilisées. Je pense qu'on utilisera encore pendant longtemps. Rien de tel qu'une petite page Windows de temps en temps. Comptez sur moi. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt alors. Merci. Ciao. Salut. Vous aimez Devaps? Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps